un débat électoral, il faut donner à peu près le même temps de parole à tout le monde. Donc chaque parti va s'exprimer normalement, enfin parti et indépendant, s'exprimer à 15 minutes. Donc on a 5 problématiques qui sont la relance économique, donc la lutte contre le chômage en Tunisie, la place de l'identité arabo-musulmane, la question de l'éducation, les institutions. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps, on va essayer d'être bref, mais au moins de présenter cette diversité de programmes politiques. Merci Mélissa et Aïcha de nous inviter, surtout nous, liste indépendante, qui sommes énormément ignorés par les médias tunisiens. Donc, pour répondre aux questions de Mélissa, Sawt Mustaqal, qui est une liste indépendante, la plus jeune liste indépendante pour la circonscription France-Nord, est composée par moi et les acolytes qui sont dans la salle. Nous avons décidé de nous engager dans cette bataille électorale très tard par rapport aux partis et autres listes indépendantes, tout simplement parce que nous croyons que, bien sûr, c'est très important de proposer des programmes économiques, sociaux, etc., de dire qu'on va bâtir des hôpitaux, des ponts, mais nous allons bâtir une Tunisie nouvelle et nous devons avant tout bâtir la base de la Tunisie nouvelle. Et cette base, c'est la Constitution. Tout d'abord, l'idée de notre projet, c'est de mettre le Tunisien au cœur de la Constitution. Pour nous, le plus important, c'est le citoyen. Ce citoyen tunisien, il a bougé, il est sorti, il a demandé une assemblée constituante, non pas pour rien, mais pour bâtir cette Tunisie nouvelle. Pour vous parler du projet de Sawt Mustaqal, nous avons, avant de décider de nous lancer dans cette aventure, regardé le comportement et les programmes de mes amis qui sont ici. Et nous pensons qu'il est très important de voter pour des listes indépendantes parce qu'il suffit de voir que là, quelques semaines avant les élections de cette constituante qui est supposée être et créer une constitution et montrer qu'en Tunisie, oui, on doit appliquer la loi, on doit respecter la loi, nous avons des partis qui ne respectent pas la loi et qui veulent écrire cette loi. Alors pour moi, en tant qu'indépendante, et je pense que nous avons un rôle parce que quand on sera dans la Constitution, nous n'allons pas réfléchir en fonction de nos partis. Nous n'allons pas réfléchir les articles de loi qui seront écrits dans cette Constitution en fonction de ce que mon parti veut. Nous allons écrire ce qui va dans cette Constitution en fonction de moi en tant que citoyenne tunisienne, je veux. Pour vous donner un exemple, nous avons décidé de proposer à l'Assemblée constituante que le président de la République n'aura plus de relation avec son parti pendant la durée de son mandat. Pourquoi? Parce que le président de la République est supposé représenter tout le peuple. Et ce n'est pas un article qui vient de la planète Mars, c'est un article qui vient de la constitution turque si chère à vos amis de Narva. Et voilà, donc nous avons cherché, regardé plusieurs très bien, et vous êtes un parlementaire, donc vous ne pouvez pas être président. Et donc voilà, nous avons regardé nous avons lu avec le groupe plusieurs constitutions pour en sortir le meilleur et pour dire qu'est-ce qui correspond à notre histoire, cette histoire tunisienne, qu'est-ce qui correspond à notre vision de l'avenir et qu'est-ce qu'on veut mettre dans cette constitution. On parle bien sûr des réformes institutionnelles aujourd'hui. Tout d'abord, pour notre parti, la démocratisation de l'État. Cet État qui, pour nous, qui est la République a été, qui n'est pas
on parle aujourd'hui en Tunisie de la Deuxième République et même la Première République. Il y a des doutes sur cette République d'indépendance. Beaucoup de Tunisiens ont des doutes sur même leur indépendance. Alors aujourd'hui, il est temps de fonder une vraie République basée sur le pouvoir législatif et les pouvoirs exécutifs, l'indépendance de la justice, la liberté de la presse, fonder tout ça par un pouvoir démocratique, la démocratisation de l'État aujourd'hui, une nécessité historique pour garantir les libertés individuelles, les libertés collectives, les libertés d'études, les libertés vestimentaires, je suis obligé de le dire peut-être, et toute forme de liberté aujourd'hui, mais il faut que les Tunisiens se sentent libres et quiconque qui vient en Tunisie sentira qu'il est aussi dans un pays où ces libertés sont garanties. Nous avons annoncé plusieurs fois, bien sûr, pour parler de notre parti, que nous ne sommes pas considérés par une gouvernance d'un parti pour la Tunisie, l'après-révolution. La Tunisie a besoin de plusieurs partis, a besoin de ses élites, a besoin de son peuple, a besoin de son historique. On est un État, nous ne sommes pas en rupture historique, mais on se sent aussi en continuité historique avec les acquis de l'État tunisien dans l'histoire, que ce soit moderne, que ce soit aussi les acquis de la Tunisie, qui est un pays arabe, musulman, oriental, mais bien ouvert sur son monde, sur le monde, que ce soit occidental ou oriental. La place de l'identité arabo-musulmane, bien sûr, je répète, la Tunisie est un pays arabe, musulman, ouvert sur le monde. Nous sommes un parti politique, pour nous, un parti politique, moderne, civil. Nous ne parlons pas au nom de l'islam, comme nous ne parlons pas au nom de la démocratie ou au nom du peuple ou au nom de je ne sais pas quoi. C'est des inspirations dictatoriales. Lorsque quelqu'un, chaque fois on voit un leader qui sort pour protéger le peuple comme s'il est plus fort que le peuple, ou un parti politique qui va parler au nom du peuple comme s'il représente tout le peuple, il n'existe pas un parti qui monopole ni la religion, ni la démocratie, ni la vérité. Ce sont des choses dispersées entre nous, bien divisées et partagées entre nous, et éparpillées entre nous, et il faut les gérer avec beaucoup d'intelligence et avec beaucoup d'attention à cette jeune démocratie et à cette nouvelle Tunisie, issue d'une révolution toute confiante, sûre d'elle et sûre d'eux. Et moi, je suis sûr de mon peuple demain qu'il choisira, que ce soit des indépendants ou des indépendantes, des hommes ou des femmes, de tel parti ou de tel parti, ou tel projet. Je ne suis pas inquiet devant cette fête démocratique, comme on dit en Tunisie, et chaque fois on le présente avec ses points négatifs, mais il n'est que de positif, et je trouve que de bien pour les Tunisiens aujourd'hui de vivre une telle expérience démocratique. L'islam aujourd'hui a sa place dans la société tunisienne, mais nous, comme parti politique, on ne parle pas au nom de l'islam, je répète ça. Nous sommes contre tout pouvoir théocratique, comme j'ai dit, au nom de la religion ou au nom d'autres choses. Quelques mots, on m'a demandé dans le projet initial de présenter en quelques mots l'organisation à laquelle j'appartiens. Donc j'appartiens au parti mouvement Tejdid, d'abord, et comme vous le savez, comme le savent certains de vous, le parti Tejdid a choisi de participer à ces élections dans le cadre d'une alliance intitulée le Pôle démocratique et moderniste. Cette alliance est née, pour faire l'historique, elle a été créée en mai 2001, 2011,
à l'initiative d'un certain nombre de militants indépendants, réunis en association ou pas, et des partis, sur la base de l'idée suivante. Il y a eu à un moment donné un phénomène nouveau que les Tunisiens ont découvert et qui a, il faut le dire, non, je m'excuse auprès de notre ami de Nada, qui a créé un peu la panique dans le pays. Tout le monde a eu peur devant certains agissements de certaines tendances islamistes, je ne dis pas nécessairement Nada. On a eu l'impression qu'il y avait une volonté d'imposer aux Tunisiens un mode de vie qui n'était pas le leur. Et beaucoup de Tunisiens ont senti, à tort ou à raison, mais à raison, en raison de certains comportements qui ont eu lieu, de certaines déclarations ambiguës qui ont eu lieu dans le pays, ils ont eu l'impression qu'il y avait péril dans la demeure, qu'il fallait s'allier, se réunir pour faire face au risque de régression sociale et au niveau de la civilisation. Donc il y a eu un effort des consultations nombreuses, des cris d'alarme, etc., pour dire réunissons-nous pour défendre une Tunisie ouverte, une Tunisie réconciliée avec elle-même, nous disons. C'est-à-dire assumant j'enchaîne sur l'identité, assumant son identité arabe et musulmane, mais l'assumant dans l'ouverture à autrui, en assumant aussi son histoire. L'histoire de la Tunisie est une histoire depuis les temps anciens, depuis Saint-Augustin, l'histoire du pluralisme culturel, confessionnel, on parlait plusieurs langues autour de Saint-Augustin. La Tunisie d'Ibn Khaldoun, du rationalisme d'Ibn Khaldoun, la Tunisie du patriotisme éclairé de Ben Diaf et de Khaireddine, la Tunisie de Tahar Haded qui a mis la question du statut de la femme au cœur de toute sa réflexion. Toutes ces idées-là font partie de notre patrimoine, l'identité arabo-musulmane, bien sûr, mais ça aussi, ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire, et nous considérons que tous ces sous-acquis-là que nous mettons, nous, sous le vocable modernité, cette modernité, les Tunisiens non seulement l'assument, mais nous sommes convaincus, et j'espère que les élections le montreront, nous sommes convaincus que les Tunisiens y tiennent. Ils ne sont pas prêts à lâcher ces acquis. C'est pour cela que il y a eu l'appel de toutes les forces démocratiques et modernistes pour s'allier. Nous n'avons réussi que partiellement, il faut le dire. Tous les partis modernistes, tous les partis modernistes ne sont pas dans le pôle, mais ils sont 4 dans ce pôle, plus 5 organisations, associations, initiatives d'indépendants. C'est ça le pôle moderniste et démocratique. Sur le plan politique, alors, je voudrais souligner quelque chose, je crois, qui démarque le pôle de tous les autres programmes que nous avons vus. Nous avons pensé utile pour le pays, pas pour le TSD, ni pour le pôle ça, utile pour le pays de se pencher sérieusement sur les premiers mois d'après les élections. Les programmes, les orientations, le clivage gauche-droite, etc., c'est très beau. Mais ce qui est important, beaucoup plus important, c'est que le 24, il va falloir créer un gouvernement. Il va falloir élire un président de la République. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, nous proposons un certain nombre de mesures urgentes sur le plan politique et sur le plan économique. Les mesures urgentes, pour nous, doivent constituer un plan ambitieux de solidarité nationale pour faire face aux situations sociales les plus urgentes, les plus criantes, celles qui ne peuvent plus attendre, et celles qui sont à l'origine de tous les troubles. On a parlé de sécurité. La raison principale de la sécurité, c'est le fait que des problèmes existent, les problèmes sociaux, les problèmes des inégalités, les problèmes de la pauvreté, les problèmes du chômage existent, s'aggravent même, le chômage s'aggrave, et la situation du pays veut qu'on ne puisse pas trouver de solution radicale à ça, et c'est normal. Et il y a une impatience tout à fait légitime, qui s'exprime malheureusement parfois sous des formes un peu violentes, mais nous considérons que le premier acte à faire, les premières mesures à prendre
en vue de la sécurité, c'est d'assurer un minimum de dignité aux gens qui ont fait la révolution, aussi bien sur le plan des libertés, ça se fait assez correctement, que sur le plan surtout de matériel et des revenus. Alors, quelques points essentiels. Le point de départ, aujourd'hui, avec lequel nous allons rentrer dans une assemblée constituante, est un point évidemment très difficile. Il n'y a pas eu de révolution pour rien, il y a eu une révolution parce qu'effectivement on avait un régime dictatorial, mais aussi un régime dictatorial qui a fini par faire beaucoup de mal dans la société tunisienne, beaucoup de mal sur le plan social, bien sûr, beaucoup de mal sur le plan moral, énormément de mal sur le plan moral, et beaucoup de mal sur le plan économique malgré les apparences. Nous avons en Tunisie plus de 700 000 chômeurs aujourd'hui, dont la moitié à moins de 30 ans. Nous avons en Tunisie 400 000 personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, 1 200 000 qui sont dans un état précaire. Nous avons un pays qui, en moyenne, est un pays en voie de développement, donc il n'est pas riche, mais qui a sa moitié intérieure qui est 2 fois encore moins riche que le littoral. Donc un pays divisé en deux, en réalité, que ce soit les critères que nous prenons, le critère de consommation, le critère de richesse, un critère de taux de chômage. Le taux de chômage est élevé aujourd'hui en Tunisie, il y a plus de 21%, mais dans les régions intérieures, certaines, on atteint les 40%. Il y a évidemment des choses que nous considérons chez FR Tunis comme n'ayant pas progressé suffisamment dans le pays. Et nous les mettons comme priorité pour la phase suivante. Évidemment, pour le gouvernement qui va être nommé par l'Assemblée constituante. Le sujet le plus important sur lequel nous considérons que le peuple tunisien n'est pas satisfait, et comme nous faisons de la politique au service du peuple, évidemment, nous n'en sommes pas satisfaits, c'est la justice. Nous avons eu un régime dictatorial qui a utilisé la justice, qui lui a mis la pression, c'était une justice plus ou moins soumise au régime. Nous avons eu une révolution, et nous avons déclaré le lendemain de la révolution que la justice était indépendante avec exactement la même et qu'elle allait régler les problèmes du passé. Alors nous avons mis en place des commissions qui ont travaillé sur beaucoup de dossiers du passé, qui ont transmis ces dossiers à la justice, mais la justice aujourd'hui, vue du peuple tunisien, est lente, non transparente, et elle n'a pas fait le procès du régime passé. Donc globalement, la première priorité que nous demandons dans le cadre de la phase suivante, c'est vraiment la mise en place d'une justice transitionnelle transparente, avec même une chaîne de division dédiée à ce sujet, pour que la confiance du citoyen dans l'État revienne. Parce qu'aujourd'hui, le citoyen n'a pas confiance dans l'État, et c'est l'un de nos problèmes les plus importants pour le futur. Deuxième priorité que nous voyons, assez importante pour la phase suivante, c'est effectivement le redémarrage de l'économie. Aujourd'hui, l'investissement en Tunisie, les 4-5 dernières années, même avant la Révolution, tous les chiffres ont été déformés par quelques projets faramineux qui viennent du Golfe ou d'ailleurs, mais l'investissement en réalité a reculé, énormément reculé. L'investisseur tunisien, les dernières années, avait toujours peur de lancer des projets. Il fallait qu'il soit protégé pour pouvoir lancer des projets. Il fallait qu'il fasse participer la famille pour pouvoir lancer des projets. L'entrepreneuriat n'était pas encouragé, il n'était pas libre. L'investisseur étranger devait commencer par payer des commissions avant d'investir dans le pays. Ce qui n'encourage pas tout le monde à venir. Quelques-uns l'ont fait, mais tout le monde n'a pas pu le faire. Donc l'investissement a reculé dans un pays en voie de développement qui a des atouts extraordinaires. C'est pour ça que nous sommes très optimistes pour le futur. Nous sommes au nord de l'Afrique, qui est le continent du XXIe siècle en économie, vu des Asiatiques, des Européens, des Américains. C'est un continent qui va doubler en taille et qui a toutes les capacités. Il faut que les régimes se reforment et que tous les pays sortent de la dictature. Et ils sont en train de prendre ce chemin.
Nigeria, Ghana et d'autres. Et les Tunisiens commencent à travailler en Afrique, ils travaillent énormément en Afrique. Enfin, nous sommes au sud de l'Europe, continent que vous connaissez très très bien, et qui a 500 millions d'habitants, en moyenne, avec des pays 6-7 fois plus riches que nous. Énormément de problèmes en Europe, mais nous pouvons représenter une des solutions des problèmes européens en tant que petit pays dynamique et démocrate. Nous tenons aux libertés fondamentales, nous tenons à la séparation entre la religion et l'État, mais en termes d'institutions, nous défendons un régime parlementaire qu'on a qualifié d'évolué, mixte, c'est-à-dire avec un président élu au suffrage universel, mais dont les pouvoirs sont très limités. Et surtout, le plus grand pouvoir dont on a besoin, c'est la capacité de dissoudre l'Assemblée nationale si on n'arrive pas à avoir un gouvernement qui fait tourner le pays, qui gouverne le pays. Ce parti a été créé, qui est un parti d'opposition à Ben Ali, et a été créé à l'origine par des militants des droits de l'homme et de la Ligue tunisienne des droits de l'homme et des syndicalistes essentiellement. Donc c'est un parti qui est social-démocrate et qui aujourd'hui présente un programme pour la Constitution, mais qui a fait le choix de présenter aussi des propositions sur le plan économique et social, étant donné qu'il ne faut pas oublier d'où est partie la révolution, c'est-à-dire des régions les plus reculées du pays qui ont exprimé une très forte demande sociale auquel il faudra fatalement répondre dans les 6 mois qui suivront la Constituante. Ce parti a aussi refusé de rentrer au premier gouvernement Ranouchi et au deuxième également, pour une raison simple. Le nombre de ministères cédés y était très important, moitié de ministères cédés, un premier ministre issu du RCD, le symbole qui tue, ce n'était pas un symbole compatible avec la Révolution. Takat a aussi demandé une loi sur le financement des partis politiques pour une vie politique plus saine. Elle a été très difficilement adoptée avec l'opposition de plusieurs partis historiques. L'opposition tunisienne, nous le déplorons, mais elle a été adoptée. Aujourd'hui, la constitution que nous voulons, le souci que nous avons eu avec Takat, c'est d'avoir une constitution qui permettait de sortir des crises. Pourquoi ? Parce que nous aurons probablement en Tunisie un paysage politique morcelé. Paysage très divers, c'est une chance, mais morcelé. Le scrutin proportionnel le favorise, mais je dis bien que nous soutenons ce scrutin parce que nous ne pouvons pas, au lendemain d'une révolution, confisquer la parole en imposant un scrutin majoritaire qui aurait pu donner une victoire sur un plateau à un parti qui n'aurait pas été majoritaire, mais simplement qui serait arrivé en tête, ou à 2 partis dominants. Le système que nous proposons pour sortir des crises, pour éviter des crises ou permettre d'avoir une voie de sortie, c'est un système mixte, où le Parlement est élu donc à la proportionnelle, où il y a un gouvernement qui est issu de la majorité parlementaire. Nous proposons un Parlement monocaméral. Pourquoi ? Parce que dans tous les pays où le bicaméralisme existe, ça peut être une idée très séduisante, mais le bicaméralisme divise le Parlement. 2 légitimités élues à 2 moments différents, ça divise le Parlement et ça l'affaiblit. Nous voulons aujourd'hui un Parlement fort qui ait les moyens de travailler, et ça sera donc un Parlement monocaméral. Nous proposons aussi que le Premier ministre soit issu de la majorité parlementaire, et non pas du parti arrivé en tête, comme cela a été souligné tout à l'heure. Il sera appelé par un président de la République et il sera responsable devant le Parlement. Le président de la République, nous le voulons arbitre. Pour avoir un président arbitre, il faut que ce soit un président qui ait une réelle légitimité. Réelle légitimité, elle doit être issue du suffrage universel. Mais nous ne voulons pas du présidentialisme. Pour sortir des crises, nous risquons fort d'avoir un Parlement qui sera morcelé, on risquerait de se retrouver avec un Parlement sans majorité, et un Parlement sans majorité, ça veut peut-être dire un pays sans gouvernement. Nous ne pouvons pas courir ce risque en Tunisie, nous ne voulons pas, pour la Tunisie, le destin de la Belgique. Pour ça, le président aura le droit d'utiliser le droit de dissolution une seule fois pendant son mandat, pour que ce droit de dissolution ne dégénère pas en abus. Donc voilà l'équilibre des pouvoirs que nous envisageons. Tous ces pouvoirs seront chapeautés par une cour constitutionnelle qui contrôlera l'action de ces pouvoirs-là. Il y aura une justice dont l'indépendance sera garantie par l'inamovibilité des juges et la nomination des magistrats par un conseil de la magistrature élu par ses pairs. Nous sommes aussi pour la création d'autorités administratives indépendantes, dont le rôle sera de contrôler l'application de la loi dans des domaines de leurs compétences. Ces autorités-là seront composées de personnalités incontestables qui seront nommées à une majorité qualifiée par le Parlement. La majorité qualifiée, c'est-à-dire 3/5 ou les 2/3, de façon à ce que l'opposition ait aussi son mot à dire et que la nomination de leurs membres ne soit pas uniquement entre les mains de la majorité. Quel sera leur rôle ? Quelles seront ces autorités ? Nous avons identifié 4 domaines principaux. La séparation
du religieux et du politique, que nous voulons inscrire dans la Constitution, inscrire dans le marbre aussi l'égalité homme-femme. Et le combat n'est pas gagné. Ça sera un combat très dur, nous le mènerons et j'espère que nous gagnerons. Sur la séparation du religieux et du politique, quel sera le rôle de cette autorité? Elle aura le pouvoir, comme toutes les autres, de contrôler la situation, mener un contrôle, recevoir des plaintes, mener des enquêtes, prononcer des sanctions et saisir la justice. Les décisions de ces autorités seront susceptibles, bien sûr, de recours devant la justice afin qu'elles n'aient pas un pouvoir absolu et qu'elles ne débordent pas de leur pouvoir. Donc, en matière de séparation du religieux et du politique, ces autorités pourront contrôler ce qui se passe dans les lieux de culte, à savoir qu'il n'y ait pas de politique dans les mosquées. Et dans les autres lieux de culte aussi, mais principalement dans les mosquées, parce qu'on a constaté ces dérives depuis la Révolution. Ces lieux-là sont des lieux de culte, des lieux de recueillement, mais en aucun cas des lieux pour faire de la politique ou des prêches qui déborderaient de leur domaine. Elle contrôlera aussi la nomination des imams. Et dans d'autres domaines, je vais être très bref, nous proposons aussi la création de 4 autres autorités indépendantes qui seraient une autorité de contrôle de l'action des forces de sécurité, même chose que la CNDS en France, une autorité de contrôle des opérations de bourse et des opérations économiques, nous avons vu ce que la corruption nous a coûté, et enfin une autorité de contrôle des médias et des sondages pour éviter les concentrations trop importantes. On voit ce qui s'est passé en Italie, où l'homme le plus riche du pays a acheté son pays, et ça s'est payé grâce à son empire médiatique, ses télévisions, ses journaux et sa fortune personnelle dans un pays de 60 millions